Fais-moi un câlin. C'est ce que Florian Varin demandait à ses victimes. Des jeunes femmes que ce gars de 21 ans à la tête d'ange a agressées sexuellement ou violées. J'ai vite capitulé parce que je me suis dit qu'il fallait que je sois belle dans mon cercueil pour que mes parents y reconnaissent leur fille. Son mode opératoire, l'affût ou la traque, de la Bretagne à Toulouse, dans un parcours criminel qui allait crescendo. Sa 7e victime, Varin a aussi essayé de la tuer avant de la balancer dans une benne à ordures. C'est ma mère qui m'a lavée. J'étais incapable de me toucher moi-même. Il est jeune, il a une sexualité violente et agressive. Il viole à Toulouse, on dirait l'affaire Allègre. Il a fallu 7 victimes pour arrêter un homme dont le parcours de violeur en série amorçait peut-être un parcours de tueur. Les experts sont finalement très négatifs. Ils décrivent une personnalité qui est très dangereuse. 7 victimes et 3 procès pour qu'il avoue. Enfin. Le mot câlin, je peux pas l'entendre. C'est un mot qui a plus du tout le sens qu'il a à l'origine. La Rochelle, le 12 août 2012. J'étais en vacances chez ma marraine avec ma maman et ma meilleure amie. On a été à la plage et ensuite on voulait passer la soirée sur La Rochelle. On est arrivé sur les coups de 19h. On s'est promené et à 23h, on a décidé de rentrer. Ma mère avait oublié où on s'était garé. On a cherché la voiture du coup de 23h jusqu'à 6h du matin. À bout de force, la mère et la marraine de Wendy se sont effondrées sur un banc, pendant que les 2 ados continuaient à chercher la voiture de rue en rue. Quand un homme au volant d'une voiture noire s'est arrêté à leur hauteur. Il s'est présenté faisant partie d'une association qui aidait les jeunes à rentrer chez eux les soirs de fête. Il a proposé qu'une aille chercher la voiture avec lui et que l'autre allait prévenir ma mère. J'avais vraiment l'impression qu'il faisait partie d'une association, pour le coup, qu'il était en train de travailler. Et donc, du coup, je suis montée dans la voiture. Mais l'homme s'éloigne du centre-ville. À ce moment-là, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et en même temps, je me disais que ça pouvait pas m'arriver à moi. Et du coup, j'osais pas lui dire de s'arrêter. En fait, j'osais pas parler du tout. Tout à coup, le conducteur s'arrête sur un parking. Il m'a demandé si je pouvais lui faire un câlin. Et là, j'ai compris pourquoi on était là. Il a pris ma tête et il a écrasé sa bouche contre la mienne. Et de là, j'ai voulu le gifler. Et il s'est énervé tout de suite. Il avait vraiment un regard de tueur. Il a les yeux clairs, ils étaient tout noirs. Quand il m'a dit que si je faisais pas ce que je voulais, il allait me tuer, j'ai eu les larmes aux yeux qui sont montées. Et de me voir pleurer, ça l'a excité. Et il a commencé tout de suite à se masturber. Pendant ce temps, lui, il me touchait la poitrine. Paniquée, Wendy essaie de gagner du temps. Je faisais que lui parler. Je lui racontais ma vie. Je lui avais dit que j'avais 15 ans, que j'étais encore vierge. Je lui parlais de ma mère, je lui parlais du temps, qu'il était en train de pleuvoir, pour garder un lien avec lui, pour pas qu'il parte trop loin, en fait, pour qu'il ait de la compassion pour moi. Il m'a pris par les cheveux, il m'a ramené ma tête vers son truc. Et j'ai fermé les yeux, j'ai serré les dents, je voulais pas voir ça. Je pense qu'il voyait qu'il arrivait à rien, en fait. Ses pleurs finissent par lasser le gars.
Frustré, il abandonne Wendy sur le parking, qui fonce dans la première maison venue. Le jour s'est levé quand les gendarmes arrivent. Wendy décrit un agresseur plutôt jeune, 1m80, cheveux châtain clair. Il conduisait une BMW noire, mais elle n'en sait pas plus. L'homme n'a pas laissé d'ADN exploitable sur elle. L'enquête en reste là. Un mois plus tard, le 15 septembre, nouvelle agression. À 250 km de La Rochelle, à Rennes. Ce soir-là, Julie, qui a 23 ans, est sortie faire la fête dans une boîte avec un copain. Vers 4h30, les deux amis décident de rentrer. Le copain part de son côté, Julie se rapproche d'un groupe de fêtards histoire de trouver quelqu'un qui pourrait la déposer près de chez elle. Là, il y a une personne qui m'a dit « je peux te ramener ». Du coup, moi je pensais que cette personne, elle était avec ce groupe. Donc je lui ai dit ok. Et puis bon, il avait l'air charmant. Il m'avait même parlé de comme quoi il avait une petite sœur et qu'il la laisserait pas rentrer toute seule. Donc forcément, moi je me suis dit c'est un grand frère qui prend soin des femmes. Donc je suis montée dans sa voiture. Un mec plutôt jeune, visage avenant, rassurant quoi. Mais curieusement, il ne prend pas la direction du quartier de Julie. Il fonce droit sur la rocade de Rennes. Et puis, il a tout à coup une envie pressante. Il doit s'arrêter sur un petit chemin, isolé. Julie l'attend dans la BM. Il est remonté dans la voiture, il m'a dit qu'il se sentait mal, qu'il avait besoin d'un câlin. Et je lui ai dit non, donc je suis sortie de la voiture. Du coup, il m'a attrapée par le chignon et ensuite j'étais par terre. J'ai vite capitulé parce que je me suis dit qu'il fallait que je sois belle dans mon cercueil, parce que mes parents ils allaient savoir que j'avais été violée avant de mourir. Et je voulais quand même qu'ils reconnaissent leur fille. L'homme la pousse contre le coffre de la voiture. J'ai entendu le bruit de la ceinture, je me suis dit je vais être violée. Il a déboutonné mon pantalon, il l'a baissé avec ma culotte. Il a commencé à se masturber sur ma cuisse gauche. Et il m'a pénétré avec ses doigts. Ensuite avec son sexe. Et après il m'a dit que je servais à rien parce que j'étais trop serrée. La BM s'éloigne. Julie appelle sa mère et s'effondre au bord du chemin en l'attendant. Mais le calvaire n'est pas terminé. Première audition au commissariat, nouveau récit au CHU de Rennes, examen légiste à l'appui. Je laisse tous mes vêtements au médecin légiste pour qu'ils puissent faire des futurs prélèvements pour retrouver de l'ADN. Et ils ont aussi, en plus de ça, des prélèvements vaginaux et un prélèvement anal. Et puis c'est parti pour 3 semaines d'attente, sans nouvelles de l'enquête, jusqu'à ce qu'un policier la rappelle. Le capitaine m'a prévenu que les écouvillons, donc les prélèvements, n'avaient rien donné, qu'on avait son chromosome X mais pas le Y. L'ADN est incomplet, impossible de savoir si son violeur est déjà connu des services de police. Le capitaine m'a expliqué que mon viol était propre
Et je lui ai demandé ce que c'était un viol propre. Il m'a dit que j'avais pas saigné, qu'il m'avait pas tabassé, et que du coup le procureur était d'accord pour envoyer mes prélèvements vaginaux pour retrouver son ADN, mais pas le reste de mes vêtements. Et il m'explique qu'on le retrouvera certainement pas et qu'il faut que j'arrive à vivre avec et que je passe à autre chose. Donc je suis partie du commissariat à 23 ans en me disant j'ai eu un viol propre, donc j'ai eu de la chance. Le violeur, dont Julie a pourtant établi un portrait robot, court toujours. Même mode opératoire, même BMW noir, une agression sexuelle et un viol commis sur le même type de femme, à 1 mois d'intervalle, mais dans 2 départements, et donc 2 services d'enquête. Personne ne rapproche les 2 affaires, et ça recommence. 1 mois plus tard, le 14 octobre, l'homme à la BMW frappe de nouveau. Encore à La Rochelle. Vers 4 h du matin, il apostrophe Eva, elle a 17 ans, et elle sort d'une boîte de nuit. Il me demande si j'ai besoin qu'on me raccompagne chez moi, en voiture. J'accepte, parce que je voyais pas où était le mal à ce moment-là. Il est gentil, quoi. Il m'aide un petit peu à me porter parce que je marchais pas très très droit. Il est vraiment pas méchant, quoi. À peine montée dans la voiture, Eva s'endort. Je me suis réveillée et donc on avait dépassé mon quartier. Je sais pas encore ce qui va se passer, mais j'ai le sentiment que ça va pas du tout bien aller pour moi. De fait, il est devenu agressif et il faisait peur, quoi, tout simplement. le dernier village est maintenant loin derrière eux et le conducteur oblique d'un coup dans un chemin agricole. Je me suis retrouvée sur la banquette arrière et il m'a demandé de me déshabiller. Il m'a étranglée extrêmement fort et là je me suis vraiment sentie partir. Et de me toucher les seins, les fesses, le sexe. Et il introduit ses doigts à l'intérieur aussi, pendant qu'il se masturbait. Et moi, je serrais les cuisses pour pas qu'il rentre. C'est comme si on n'était plus qu'un objet pour lui. Eva fond en larmes, et ça agace le type, parce qu'il perd ses moyens. Il était très énervé, et il m'a dit tu me saoules, rabille-toi, en gros, t'es qu'une merde, et j'arrive à rien faire avec toi. Il était très très énervé, je pense, de ne pas avoir réussi à faire ce qu'il voulait faire. Tétanisée, Eva reste assise dans la voiture en attendant qu'il la ramène à La Rochelle. Je pensais juste à une seule chose, c'était qu'il fallait le retrouver après ça. Et du coup, j'ai commencé à lui demander comment il s'appelait, comme si c'était absolument rien passé avant, quoi. Et il a fini par me dire qu'il s'appelait Florian, donc j'avais un prénom. Et j'ai essayé de regarder la plaque d'immatriculation de sa voiture. Donc j'ai réussi à retenir quelques numéros. Quand Eva peut enfin raconter son agression à la police, elle n'a pas grand-chose de plus à dire. Ni gros, ni maigre, blond ou châtain clair. Il conduisait une grosse berline sombre. Là encore, les traces génétiques sont inexploitables. « 15 jours plus tard, le 4 novembre 2012, la série d'agressions se déplace.
C'est à Toulouse que le blond à la BMW attaque, une fois de plus, vers 4 ou 5 heures du matin. Marie était venue rejoindre des amis toulousains. Ils étaient allés tous passer la soirée dehors. Ils s'étaient retrouvés dans une boîte de nuit. L'une de ses amies se sent mal. Elle veut rentrer, mais elle est incapable de conduire. Marie la remplace au volant et la raccompagne avant de rentrer à pied. Elle-même est repartie de chez cette amie pour rejoindre le lieu où elle dormait. Par sécurité, elle avait son téléphone portable et elle était en contact permanent avec les amis qui l'attendaient à l'île de Brienne pour être certain, de part et d'autre, qu'il n'allait rien se produire de fâcheux. Le contact se rompt alors qu'elle est en train de rentrer dans l'immeuble et on s'attend à la voir arriver dans les secondes qui suivent. Or, elle n'arrive pas. Les amis essaient de la joindre, elle ne répond pas. Et à un moment donné, quelqu'un répond à sa place et dit « Mais elle est aux toilettes, elle ne peut pas vous répondre » ou quelque chose comme cela. Ensuite, c'est la messagerie, et à chaque appel, l'inquiétude grandit. Je me suis réveillée dans une boîte toute noire, sur le dos. Et j'ai essayé de me redresser, je me suis pris un truc sur la tête. Et j'ai tout de suite le réflexe de penser que j'étais enfermée dans le coffre d'une voiture. Donc j'ai poussé de toutes mes forces pour essayer de sortir de ça. Et en fait, ça s'est ouvert beaucoup plus facilement qu'un coffre de voiture, puisque en fait, j'étais dans une benne à ordures. Marie s'extrait avec difficulté du conteneur. Ses vêtements sont déchirés, sa robe retroussée, ses collants et sa culotte baissés, son sac a disparu. Elle ne sait pas combien de temps elle est restée dans cette poubelle, inconsciente. Son dernier souvenir, c'est un gars jeune, plutôt blond. Au moment où je tapais le digicode, j'ai entendu quelqu'un derrière moi. Et donc j'ai vu ce type. Il avait l'air d'un étudiant lambda, comme il y en a plein à cette heure-ci dans ce quartier-là. Mais il a mis sa main sur la porte. Je me suis tournée pour lui faire face et pas qu'il rentre, quoi. Et il m'a dit « mais fais-moi un câlin ». Voilà. Fais-moi un câlin, la même demande qu'à Wendy et Julie. Je suis restée peut-être un peu interloquée et en fait, il a mis ses bras comme ça autour de moi et m'a prise dans ses bras. Je l'ai un peu repoussée en lui appuyant la main sur l'épaule. Et c'est là que il m'a empoignée. Il m'a projetée contre le mur de boîte aux lettres. Et ça a été tout de suite un déchaînement de violence. Et je suis tombée dans les pommes une première fois dans le hall d'immeuble. Quand je me suis réveillée, il était à califourchon sur moi. Et il m'étranglait avec ses deux mains hyper fort. Je pense que c'est ça qui m'a réveillée, quoi, le fait de suffoquer. Je me souviens que je voyais les dalles au plafond. Et je me suis dit que j'étais en train de mourir, que ça allait être ça, ma dernière image. Je préférais fixer ces dalles plutôt que de voir son visage au-dessus du mien. C'est à ce moment-là, j'ai senti le froid de sa main à l'intérieur de moi. Je crois que je lui ai dit un truc du genre « prends tout, mais pas ça ». Et je suis retombée dans les pommes après. Marie rejoint tant bien que mal ses amis qui appellent les secours. C'était une personne extrêmement choquée, extrêmement stressée, hein, qui avait vraisemblablement subi un psychotraumatisme majeur. Je me suis rendu compte de l'état de mon visage puisque je ne m'étais pas vue encore.
Parce qu'en fait, il mesurait la grandeur des ecchymoses sur mon visage. De façon évidente, les lésions traumatiques sur la moitié du visage à droite, leur dimension, leur forme, leur couleur témoignaient de gestes de violence incontestables. Marie ne sait pas décrire les coups. Elle ne sait pas non plus si son agresseur l'a pénétré avec son sexe. Il est souvent difficile d'être affirmatif sur la nature de la pénétration quand il n'y a pas de liquide, un type de sperme. Il y avait d'autre part à l'examen gynécologique des traces qui étaient compatibles avec la suspicion d'agression sexuelle. Choqué, souillé, sali. Là, je pue la poubelle, c'est un cauchemar. J'ai un chewing-gum collé, je peux pas me doucher, je peux pas me laver. C'est ma mère qui m'a lavé. J'étais incapable de me toucher moi-même. Très vite, il y a eu comme un sentiment vraiment très intense de répulsion et de dégoût vis-à-vis de moi-même. C'est quasiment instantané finalement. Et voilà, ensuite on m'a donné la trithérapie, et pilule abortive. On s'aperçoit qu'on est dans le cadre d'une affaire peu commune et qu'il faut rapidement agir. Si c'est un prédateur, il va recommencer. Tout était très clair dans ma tête, le déroulé était clair. J'étais en mesure de faire un portrait robot qui était vraiment ressemblant. Le policier prévient pourtant Marie. On m'a laissé comprendre qu'il fallait un coup de chance pour le trouver et l'attraper, et que ça pouvait prendre beaucoup de temps, voire ne jamais arriver. Ça va être une enquête qui est vraiment difficile, vu l'absence de témoins directs. Les policiers toulousains comptent sur les traces génétiques relevées dans le hall et le local poubelle pour retrouver le violeur de l'étudiante toulousaine. Les recherches prennent plusieurs semaines, des fois 2-3 semaines. Mais là, on fait accélérer les choses. Et 3 jours plus tard, ça match. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques rappelle une toute petite trace sur la poignée du local poubelle a été identifiée. Cet ADN ressort sur un individu, M. Varin-Florian, qui était connu des services de police, notamment auprès d'une gendarmerie en Bretagne, au mois d'avril 2012, pour des faits de viol. C'est à l'occasion de cette plainte pour viol, à Locminé, que son ADN a été prélevé. Mais la plainte a été classée sans suite quelques mois plus tôt. Ça confirme vraiment notre soupçon qu'on avait vraiment affaire à un prédateur sexuel. On fait des recherches auprès de tous nos fichiers et notamment on interroge la caisse primaire d'assurance et maladie et on s'aperçoit que sa mère habite dans une commune à Saint-Jean, située à quelques kilomètres de Toulouse. Mais avant d'interpeller ce Florian Varin, une dernière vérification s'impose. Ils m'ont fait rentrer dans un petit bureau, ils ont posé une feuille devant moi en me disant est-ce que vous le reconnaissez? Et je me souviens que j'ai dit stop, j'ai besoin de souffler un coup. Quand j'ai vu son visage, et c'est celui que j'ai regardé en dernier, je me souviens d'avoir écrasé mon index sur sa figure, sur cette feuille. Et j'ai dit c'est lui. Les policiers toulousains foncent planquer devant chez la mère de Florian Varin. Et à 16h, l'oiseau se fait cueillir quand il rentre au nid. Florian Varin, 21 ans, pas d'emploi fixe. Il est le propriétaire d'une BMW noire, mais à ce moment-là de l'enquête, cela n'intéresse absolument pas les policiers toulousains, puisque c'est pour le viol d'une étudiante qui a été suivie à pied, dans la rue, qu'il le coffre. Lorsqu'on le place en garde à vue et lorsqu'on fait sa première audition, je vois un jeune homme qui est un petit peu perdu, qui n'est pas conscient de ses actes. Il donne une première version, il nie tous les faits.
Il dit qu'il est sorti en boîte de nuit et qu'ensuite il a été dormir chez son frère. Un classique, alors on laisse le gars s'enferrer dans ses contradictions. Je le mets devant certaines évidences et j'y parle rapidement de l'ADN pour y faire comprendre qu'on a certains éléments contre lui. Et là, il se ferme de suite et ce sont même ces termes, il me dit « laissez-moi la nuit pour pouvoir réfléchir ». Il paraît que la nuit porte conseil. Le lendemain, changement de version. Il me dit simplement qu'il a rencontré une fille. Cette fille l'aurait amené dans un hall d'immeuble, qu'ils ont flirté ensemble. La fille était consentante. Et là, à un moment donné, il aurait pété les plombs. Parce que la fille s'est débattue quand il a voulu aller plus loin, c'est ce qu'il dit. Alors il l'a giflée une fois, et comme elle criait, il l'a étranglée. À un moment donné, elle a perdu connaissance, il la croyait morte, et par panique, par peur, il l'aurait jetée dans le conteneur. Un accident de drague finalement. Mais Varin, qui sent bien que cette version est un peu légère, en propose une autre. Il reconnaît enfin qu'il a rencontré la victime par hasard, qu'il était dans sa voiture, qu'il a croisé une fille qui marchait dans la rue. Cette fille lui a fait penser à une fille qu'il aurait rencontrée en soirée. Il l'a suivie et devant l'immeuble, il lui aurait demandé un câlin. Il dit qu'à partir du moment où elle l'a repoussé, il est parti en live. Cette fois, il reconnaît qu'il a violé Marie, mais il n'a jamais voulu la tuer. L'audition touche à sa fin et tout à coup, Florian Varin fait une confidence au policier. Il y a 15 jours, le commissariat de Niort l'a contacté. Vous savez pourquoi? Non, je sais pas. Le juge d'instruction met Florian Varin en examen pour viol et tentative de meurtre sur Marie et il l'envoie derrière les barreaux. C'est un joli coup pour la police de Toulouse, qui vient non seulement d'arrêter un violeur en 4 jours, mais aussi de soulever 2 lièvres. Une procédure pour viol à Locminé, en Bretagne, classée sans suite, et puis cette histoire de convocation dans un commissariat de Niort. Ça vaut quelques petits coups de fil. Je prends contact avec le commissariat de Niort. Et là, je suis en contact avec un collègue. Il me dit qu'il avait pris contact avec M. Varin car ce dernier faisait l'objet d'une plainte pour des faits de viol. Un autre. L'enquête pour le viol de Niort a été ouverte 15 jours avant celui de Marie à Toulouse. Là encore, c'est une fille de 20 ans qui a été agressée, une certaine Elora. Au départ, elle nous explique qu'elle était à la patinoire avec une de ses amies et que sur place, elle a fait la rencontre d'un jeune homme qui est venu les aborder et avec qui elle va passer une partie de la soirée. Ce jeune homme va leur proposer d'aller en boîte de nuit. Après cette soirée en boîte, elle lui a laissé son numéro de portable et dès le lendemain, il a insisté pour la revoir. Ils vont aller boire un verre ensemble dans un bar dans le centre-ville de Niort. Il va lui expliquer qu'il n'est pas bien en ce moment, qu'il a des problèmes. Et au fur et à mesure, en fait, va essayer de l'attendrir pour ensuite demander à aller à son domicile. Le soir, elle va finir par accepter qu'il vienne prendre un dernier verre chez elle en lui disant que de toute façon, ça n'irait pas plus loin. Arrivé dans le studio, Florian Varin s'est couché et il a allumé la télé. Et Laura, elle, s'est installée de l'autre côté du lit. Au tout départ, il va prendre le prétexte plutôt d'un simple câlin. Un câlin, encore. Et à un moment donné, elle va lui dire « Stop, ça suffit. Je ne veux pas aller plus loin. » La victime va expliquer qu'à partir du moment où il devient beaucoup plus violent, elle n'a plus la maîtrise de son corps et il va lui imposer un rapport sexuel. Après plusieurs jours de réflexion, Elora a porté plainte et elle avait le numéro de téléphone de son agresseur. Je lui demande de se présenter au commissariat, ce qu'il accepte. Florian Varin ne se présente pas à la convocation et pendant plusieurs jours, on n'a plus aucune nouvelle de lui. Jusqu'à ce que le 16 novembre, les collègues de Toulouse appellent.
Quelques semaines plus tard, le 4 décembre, les policiers de Niort peuvent enfin interroger leur suspect. Varin est extrait de cellule pour une nouvelle garde à vue au commissariat central de Toulouse. Lorsqu'on lui évoque le fait qu'il y ait pu y avoir une contrainte avec la victime, lui le voit de façon totalement différente. Il est plutôt dans la performance sexuelle que dans la contrainte. Il n'y a pas eu viol. Et la preuve, il l'a. Il avait enregistré leurs ébats. Il dit crûment, vous verrez bien que lors de cet acte, elle est en train de jouir. Donc on ne peut pas m'accuser de viol. Lorsqu'on lui demande comment il a pu prendre cette précaution au départ, il va nous expliquer qu'il a déjà été accusé de viol par le passé et que c'est cet enregistrement sonore qui l'a sauvé. Pendant que leurs collègues de Niort reprenaient la main sur leur dossier de viol, les policiers de Toulouse se sont aussi penchés sur cette plainte, classée sans suite en Bretagne. Et ce qu'ils ont appris est très intéressant. Les faits se sont déroulés le 19 avril 2012, 7 mois plus tôt, à Locminé, dans le Morbihan. Claire a porté plainte auprès de la gendarmerie peu après les faits de viol, parce que c'était de manière très claire pour elle dans son esprit un viol. C'est aux gendarmes que cette adolescente de 17 ans a livré son histoire. Ce jour-là, elle avait rendez-vous avec un copain qu'elle connaissait depuis plusieurs mois. Il est venu la chercher en voiture chez ses grands-parents, ils se sont éloignés du village avant de s'arrêter sur un chemin isolé. Là, il a été pressant et insistant pour des échanges un peu plus intimes, on va dire. Dans un premier temps, elle pensait que c'était un petit jeu, mais très vite, elle a compris que c'était pas du tout un jeu de sa part et qu'il voulait aller plus loin et qu'il irait jusqu'au bout. 6 jours après cette plainte, Florian Varin a été placé en garde à vue, où il a servi une version sensiblement différente de celle de Claire. Non, dit-il, ils n'étaient pas amis depuis des mois. Ils venaient de faire connaissance via un site de rencontre. Elle n'a pas voulu avouer tout de suite que c'était une rencontre tout à fait fortuite par des réseaux et qu'elle n'aurait jamais dû faire ça. Et puis il ne l'a pas violée. Ils ont fait l'amour dans la voiture après avoir fumé du shit. Elle n'a pas tout dit exactement comment ça s'était passé parce que, par peur, parce qu'elle n'était pas fière d'elle finalement. Les petits mensonges de Claire ont fragilisé sa crédibilité. Et Varin, il a sauvé sa tête quand il a fait écouter aux gendarmes un enregistrement sonore de leur rapport sexuel. Il demandait à Claire de dire qu'elle aimait ce qu'il lui faisait, que ça lui plaisait, qu'elle en voulait encore, qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient un couple. Et elle a été obligée de s'y plier aussi comme au reste. Donc il se constitue une preuve. Pour l'avocate, la contrainte semblait pourtant avérée. On l'entend. Tu fais tout ce que je veux parce que t'as pas le choix. Et Claire de répondre, voilà pourquoi c'est un viol, parce que j'ai pas le choix. Mais le parquet a estimé que ces quelques mots n'étaient pas suffisants pour caractériser un viol. Peut-être un jeu amoureux. La procédure a été donc classée sans suite. Donc elle est très déçue, elle a du mal à s'en remettre parce qu'elle a quand même été violée. Mais maintenant, le dossier de Locminé prend une autre allure et peut être rouvert. C'est comme celui de Niort, il rejoint le bureau de la juge d'instruction à Toulouse. Marie, la victime jetée dans une poubelle, découvre qu'elle est la 3e femme qui accuse Florian Varin de viol. Je me disais, mon Dieu, mais c'est monstrueux, ça veut dire que moi je vis là maintenant, il y en a d'autres qui le vivent. C'était des coups de massue spectaculaires. Je me disais, mais comment c'est possible? Le dossier Varin s'épaissit donc de 2 autres crimes que le suspect conteste, mais les policiers en sont maintenant certains, il y en a d'autres.
Dominique, les policiers toulousains ont eu de la chance que Varin leur parle de leurs collègues de Niort, parce que ça permet à tout le monde de gagner du temps. Mais les policiers disposent aussi d'un logiciel très très pratique pour les rapprochements d'affaires. Ce logiciel, c'est le Salvac. Ouais. Le système d'analyse des liens de la violence associée au crime. Le système est hyper simple. Il faut qu'à chaque fois qu'un crime se produit, solutionné ou non, les enquêteurs entrent dans le Salvac des informations. Type de crime, mode opératoire, est-ce qu'on a un signalement de l'auteur, est-ce qu'il a les oreilles décollées, un accent, un tatouage, est-ce qu'il a prononcé une phrase, est-ce qu'il utilise toujours la même arme, un couteau qui aura un signe distinctif. Et ensuite, quand une autre affaire se produit et que les enquêteurs veulent savoir s'il y a déjà eu des affaires du même type, ils entrent des informations dans le Salvac qui leur dit « Ah ouais, ça je me souviens, un type avec des oreilles décollées, un mec avec un accent comme ça, c'est déjà arrivé à tel endroit, à tel endroit. » Et ça permet d'établir la sérialité des faits. Et alors ? Est-ce que le Salvac permet d'impliquer Varin dans d'autres affaires ? Eh ouais, 3 affaires. Alors, la première, le Salvac trouve des similitudes avec le viol d'une mineure de 17 ans à La Rochelle le 14 octobre 2012. 3 semaines avant l'agression de Marie à Toulouse. Oui. Alors ça, c'est le premier rapprochement. Le deuxième ? Le deuxième, c'est une agression qui s'est déroulée dans les Côtes-d'Armor, 1 an plus tôt. Le Salvac sort le profil d'un homme, jeune, blond, corpulent, qui a tenu des propos obscènes. Et le Salvac sort le portrait robot dans cette affaire-là. Et en fait, ça peut correspondre au visage de Florian Varin. 3e rapprochement. C'est l'agression sexuelle d'une jeune fille de 16 ans à La Rochelle en août 2012 à laquelle l'agresseur a demandé de lui faire un câlin. Et exactement comme à Toulouse, lorsqu'elle a refusé, il est devenu violent. Maintenant, c'est aux enquêteurs de vérifier si les informations que leur a données le Salvac sont intéressantes. Les policiers commencent par l'agression d'octobre 2012 à La Rochelle. Certains éléments étaient vraiment concordants avec celle de Toulouse. Notamment, il y avait une plaque d'immatriculation partielle qui correspondait à la plaque d'immatriculation du véhicule de Varin. Un prénom. Florian, comme Florian Varin, et un des chiffres de la plaque minéralogique de sa BM. Coïncidence, le 29 novembre, la victime est convoquée au commissariat de La Rochelle. C'est Eva, la jeune fille qui s'était endormie dans la voiture de son violeur. On m'a juste montré une planche photographique avec beaucoup de visages d'hommes. Et je l'ai reconnu tout de suite. Et oui, j'étais bel et bien sûre de moi. Lors de cette convocation, Eva apprend ce qui s'est passé à Toulouse. On est presque soulagés d'être du coup encore là, quoi. Le premier rapprochement du Salvac match. Le deuxième débouche sur une impasse. Le troisième mène bien à une victime. Elle s'appelle Wendy. Wendy, c'est cette fille de 16 ans qui a été agressée en août 2012 alors qu'elle cherchait la voiture de sa mère dans La Rochelle. Alors, ma mère est venue me chercher dans ma chambre en me disant qu'on devait se rendre au commissariat pour voir si j'arrivais à le reconnaître. Qu'il l'avait peut-être retrouvé. Et elle aussi, elle pointe immédiatement Varin. Elle aussi, elle a un choc en apprenant qu'il y a d'autres victimes. Et surtout que certaines filles ont été violées. J'ai été plus traumatisée par le fait de voir qu'il y avait plein d'autres filles que moi quand j'étais toute seule, enfin quand c'était que mon agression. J'ai vu ce à quoi moi j'avais échappé et ça m'a fait plus de mal. Sa plainte, qui avait fini par être classée sans suite, rejoint donc les autres chez la juge d'instruction de Toulouse. « 5 victimes. Mais en avril 2013, le FNAEG appelle la juge. Il y en a une autre. Le nom de Varin vient de matcher une nouvelle fois à Rennes. Le 13 avril 2013, le capitaine m'a rappelé. 7 mois après, il m'a redonné des nouvelles. Je lui ai demandé directement, est-ce qu'il y a d'autres victimes ? Parce que lorsque j'avais déposé plainte, je leur avais dit que je n'étais pas la seule. Il m'a dit, oui, vous êtes plusieurs, venez au commissariat. Et on m'a expliqué
que le procureur avait finalement bien voulu que des analyses soient faites sur ma culotte. Et son ADN était complet. L'ADN de Florian Varin est donc resté sur la petite culotte pendant 6 mois. 6 mois avant que la justice ne se décide à procéder à des analyses supplémentaires. Après le viol, seul le pantalon de Julie et les prélèvements vaginaux avaient été envoyés au labo pour un résultat négatif. Alors pourquoi cette décision au bout de 6 mois ? J'interroge le procureur de Rennes et les services de police de la PJ de Rennes en disant « Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Et on va nous répondre et on va nous dire que c'est pour des raisons budgétaires. Alors après, on va s'en défendre. On va dire « Non, non, j'ai jamais dit ça, j'ai pas dit que c'était une question d'argent. » Si. À un moment donné, il a été évoqué des raisons financières. On sait que ça coûte moins de 300 €. Ma cliente dira même à un moment donné, s'il fallait, je les aurais donnés, les 300 €. Mauvais choix d'enquête ou contrainte financière ? Pris dans la polémique, le parquet de Rennes fait le dos rond. Jamais il n'aurait privilégié un choix comptable au détriment d'une victime. Les choix qui ont été faits résultent d'une recherche d'efficacité dans les investigations et nullement de préoccupations financières qui n'ont pas lieu d'être dans la recherche de la vérité, par égard pour toutes les victimes qui attendent que justice soit faite. La réponse, c'est que c'est scandaleux, il fallait le faire l'expertise. Parce que sinon, c'est assez désespérant de pouvoir imaginer, retrouver des éléments matériels permettant de confondre un violeur, si on ne procède pas aux expertises. Je culpabilisais par rapport aux autres victimes en me disant que, je sais pas, s'il m'avait foutu un coup, que j'avais un peu plus saigné, si j'avais eu un viol un peu plus crade, en gros, il n'y aurait pas eu 3 autres victimes après moi. Avec Julie, la liste des victimes de Varin s'allonge donc encore. Son dossier vient rejoindre les 5 autres sur le bureau de la juge d'instruction de Toulouse. Dominique, le terrain de chasse de Varin, c'est le Grand Ouest. Ça va de la Bretagne jusqu'à la région toulousaine. Oui, on observe, Christophe, qu'à chaque crime, Varin est hébergé ou de passage chez un de ses proches. Sa grand-mère habite Rennes, son père habite La Rochelle et sa mère est à Toulouse. Si on récapitule, il frappe à quelle fréquence ? Jusque-là, la liste commence en avril 2012. Le 19 avril, il agresse Claire à Locminé, à côté de Rennes où habite sa grand-mère. 4 mois plus tard, le 12 août, Wendy, violée à La Rochelle. 1 mois après, 16 septembre, Julie à Rennes. Moins d'1 mois plus tard, on est le 14 octobre, Eva qui est violée. Varin est de retour à La Rochelle. 1 semaine s'écoule. Il viole Elora, à Niort, à côté de chez son père. Il recommence 2 semaines après. C'est Marie qui l'agresse, qui le viole, qu'il jette dans une poubelle à Toulouse le 4 novembre 2012. On observe que c'est de plus en plus fréquent et de plus en plus violent. Vous avez dit jusque-là. Oui. Parce qu'il y a d'autres victimes ? Alors il y en a une avant, qui remonte au mois de décembre 2011. C'est au Mans. Elle s'appelle Marion. Elle est étudiante. Elle rencontre un garçon sympa. Elle l'invite à prendre un verre chez elle. Elle est très claire. Elle lui dit « c'est juste un verre, il n'y aura rien d'autre ». Et ce garçon la viole. Elle va déposer plainte le 6 mai 2012. Elle va mettre 5 mois à se décider. Et elle va aller voir les gendarmes. Et les gendarmes ont une information précieuse qu'elle leur donne. Il s'appelle Florian. Elle leur donne un numéro de téléphone. Mais ça va traîner. Et quand les gendarmes le localisent enfin, Varin est déjà en prison. Il est en prison depuis le 8 novembre. Il a été arrêté pour l'agression de Marie. Il est à la prison de Seyss. Problème, c'est que 5 mois se sont écoulés depuis le dépôt de plainte de Marion le 6 mai. Et en 5 mois, il y a 5 jeunes filles qui ont été ou agressées sexuellement ou violées. C'est un beau raté. Parce qu'on a 7 dossiers, dont 6 viols et une agression sexuelle, dont 5 commis en 3 mois par un type qui a 21 ans. Et qui répond déjà à la définition de ce qu'on appelle un criminel sériel, un criminel en série. Et la question qui se pose maintenant, Christophe, c'est d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête d'un gamin de 21 ans pour faire des trucs comme ça. Florian Varin est le cadet d'une fratrie de 3 enfants. Ses parents se sont installés dans la région toulousaine. Son père travaille dans le bâtiment et sa mère dans la logistique. Ils se séparent quand il a 9 ans. Une vie de
de préadolescent qui a été complexifié, si on peut dire, par le divorce des parents. Et surtout la raison du divorce des parents. Parce qu'en fait, c'est lui qui un jour a entendu un bruit à l'étage et qui a appelé son père parce qu'il ne comprenait pas qui était chez lui. Et il se trouve que c'était l'amant de sa mère qui était au domicile. Et le divorce en a découlé. Dans un premier temps, il va vivre avec son père. Donc c'est une première difficulté pour lui. Et surtout parce que pendant 8 ans, il ne va plus voir sa mère. Il fait le récit d'une femme maltraitante qu'il a agressée, donné des coups de ceinture quand il était enfant. Quand son père ne peut pas s'en occuper, Florian Varin trouve refuge en Bretagne auprès des parents adoptifs de sa mère, un médecin et une infirmière. Compte tenu de cette situation difficile, il va bénéficier de l'encadrement et du soutien de ses grands-parents. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que ces derniers contribuent un petit peu à amoindrir les difficultés, colmatent le besoin et le désir d'affection et interviennent évidemment comme des substituts parentaux. Pourtant, en dépit de cet environnement protecteur, Florian Varin n'est pas très porté sur les études. Et il résiste à l'autorité. Il a rencontré des difficultés d'apprentissage, non pas parce qu'il n'était pas intelligent, mais parce qu'il avait déjà des problèmes de concentration et des troubles du comportement qui ne lui ont pas permis de progresser. Il a atteint juste le niveau secondaire, à peu près au niveau de la classe de 3e. Vers 12-13 ans, c'est dans le porno que Florian Varin découvre la sexualité. Le porno qui devient sa notice, son mode d'emploi. Il dit même qu'il a été éduqué par la pornographie, que pour lui, l'acte sexuel, c'est un acte technique. Alors c'est vrai que c'était il y a 10 ans à peu près, donc. Il y a 10 ans, on voyait moins ce genre de personnalité comme ça, très consommateur de pornographie. C'était peut-être un des précurseurs à ce niveau-là, effectivement, dans l'éducation pornographique. Je pense que ça a contribué, vraisemblablement, sur un terreau quand même, sur un fond particulier, à structurer une image très négative du personnage féminin. Une image dégradée de la femme qui n'est pas sans lien avec celle de sa mère. On peut penser que la répétition des conduites transgressives avec ces femmes et de cette agressivité qu'il a eue, ça peut être lié à l'image de la mère qui était très défaillante chez lui. Florian Varin se définit comme un homme à femme. C'est une personnalité très séductrice, hein. Il aime être performant. On le retrouve dans les performances sexuelles. Il est là pour qu'on l'aime, qu'on l'apprécie. Et c'est par la sexualité qu'il va le mettre en œuvre, hélas. Peu importe le consentement de la partenaire, un trait qui dénote, selon les experts, une personnalité aux composantes perverses et sadiques. Alors, la composante perverse et sadique, ça va être le fait d'avoir un rapport sexuel sans l'accord de sa partenaire, dans une position de domination, c'est-à-dire que la femme n'est plus une image féminine, c'est un objet. C'est l'objectivisation de la femme. Ça devient le réceptacle de la violence sexuelle. Et sadique parce que le plaisir va se prendre dans la souffrance d'autrui. Pourtant, les 3 ex-petites amies de Florian Varin décrivent un garçon doux. Ces 5 derniers crimes ont été commis alors qu'il vivait avec sa copine. Il avait une sexualité avec elle qui était peu satisfaisante, donc il s'en plaignait. Donc il va expulser sa libido de manière extérieure dès qu'il fait des rencontres. Tous les experts qui l'examinent sont formels. Florian Varin était incapable de maîtriser ses pulsions sexuelles. Alors à la fin de l'expertise, on conclut que le Florian Varin n'a pas de maladie mentale, donc il est parfaitement accessible à la sanction pénale, qu'il présente une dangerosité qui n'est pas psychiatrique, mais qui est liée à un comportement sexuel déviant, c'est-à-dire qui sort de la norme. On a même évoqué en fin d'expertise peut-être l'opportunité d'un traitement hormonal, c'est un traitement inhibiteur de la libido. Sept dossiers. La juge a du boulot avec Varin, qu'elle doit convoquer, reconvoquer, dossier par dossier, jusqu'à un dernier interrogatoire récapitulatif de 41 pages. Voilà 1 an et demi qu'il est derrière les barreaux. Normalement, il a eu le temps de réfléchir. Normalement. Et sa ligne de défense est assez simple.
S'il reconnaît qu'il a agressé Marie, à Toulouse, il nie toute intention de la tuer. Quant à l'agression sexuelle et les 5 viols pour lesquels il est mis en examen, ce sont les filles qui n'ont rien compris. Marion, sa première victime, violée en décembre 2011 au Mans, une rencontre normale. Claire, la jeune fille de 17 ans, violée à Locminé en avril 2012, une relation consentie. Avec Wendy, la mineure agressée à La Rochelle, il ne s'est rien passé. Au moment où j'ai commencé à défaire ma ceinture, elle est partie. Je sais pas pourquoi. Je suis pas dans sa tête. Julie, la jeune femme de Rennes, c'est elle qui est venue à sa rencontre à la sortie d'une boîte. Et elle l'a un peu chauffé. Agnor, là encore, relation consentie. La victime n'a rien compris. Je lui ai serré le cou pendant qu'on faisait l'amour, c'est différent. C'était pour que ce soit plus intense. Eva, la fille de 17 ans qui sortait de boîte à La Rochelle, Florian Varin s'en souvient vaguement. Mais le viol, non, pas du tout. Pourtant, ce viol, il pourrait s'en souvenir. C'était le jour de son 21e anniversaire. Quant à Marie, jetée dans une poubelle, c'est la seule pour qui il a de l'empathie et se sent coupable. Devant la juge, le suspect inverse les rôles. C'est lui la victime. Un violeur en série, innocent et blessé par toutes les plaintes que les femmes déposent contre lui. Il nie Varin. Malgré les preuves génétiques, malgré les témoignages de 7 femmes, la juge va donc confronter tout le monde. Une épreuve de plus pour les victimes. Les confrontations ont lieu dans le bureau de la juge. C'est la première fois que les victimes revoient leur agresseur. J'avais l'impression de suffoquer. Le simple fait de respirer le même air que lui, ça me répugnait au plus haut point. Et quand je l'ai vu, le choc sans être le choc, parce que je pense que je m'y étais préparée, mais horrible, quoi. Et toutes les femmes arrivent avec la même culpabilisation, les mêmes questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? C'est un peu ma faute aussi, puisque j'avais qu'à pas passer par là, voilà, c'est un peu ça l'idée. Lui, il y est pour rien, tout va bien. Il m'avait mise dans une benne à ordures, non pas pour cacher un corps, un cadavre, mais pour pas qu'il m'arrive quelque chose si quelqu'un me trouvait. Quand il en parle, on a l'impression que c'est le prince charmant qui a déposé Cendrillon sur un petit lit de rose. Il était condescendant avec moi. Son avocat lui demande de s'excuser, il s'excuse, quoi. Alors que de base, il dit qu'il m'avait pas violée et que j'étais consentante. Mais il s'excuse. Donc ça aussi, ça m'a mis hors de moi. À la fin de l'instruction, Florian Varin demande une nouvelle confrontation. Générale cette fois, avec toutes les victimes. 4 font le déplacement, 2 restent en visioconférence. Bon, la confrontation générale, là, c'est vraiment lunaire. Hein. On nage en plein délire parce que c'est lui qui la demande. Et finalement, une fois qu'il est arrivé dans le bureau de la juge d'instruction, il a décidé que il voulait être ramené en geôle. On est tous les 4 déçus, énervés. On est prévenus 1 mois à l'avance, donc pendant 1 mois on dort pas, on mange presque pas. On se dit qu'on va revoir le monstre qui nous a violés. Puis on se dit qu'il a tous les droits surtout. Une épreuve en soi, à laquelle s'ajoute le sentiment d'avoir été encore manipulé. Et finalement tout ça pour ça, peut-être pour avoir le loisir de nous voir tout alignés, comme un tableau de chasse bien rempli. Ah oui, là, c'est une colère sourde.
Dominique, la juge d'instruction, renvoie donc Florian Varin devant une cour d'assises. Pas pour rien. Une agression sexuelle, 6 viols et une tentative de meurtre. La tentative de meurtre, c'est l'étranglement de Marie qu'il balance dans une poubelle et qu'il laisse pour morte. Que risque-t-il? Alors, pour l'agression sexuelle, il risque jusqu'à 7 ans de prison. Pour les viols, la peine maximale encourue, elle est de 15 ans. Mais les viols sur mineurs constituent une circonstance aggravante, normale. Et là, la peine passe de 15 à 20 ans. Et dans nos affaires, 2 victimes étaient mineures au moment des faits. Absolument. Et depuis 2005, la sérialité des faits constitue également une circonstance aggravante. Et la juge d'instruction va retenir la sérialité des faits. Et là aussi, la peine maximale encourue, qui était de 15 ans, passe à 20 ans. Et pour la tentative de meurtre, il risque quoi? Pour la tentative de meurtre précédée d'un viol, c'est la réclusion criminelle à perpétuité encourue. Et on l'a bien compris, ça va être tout l'enjeu du procès. L'accusation va essayer de charger au maximum Florian Varin dans la tentative de meurtre. Et à l'opposé, la défense va essayer de le faire acquitter de la tentative de meurtre pour faire descendre la peine au maximum. Le procès de Florian Varin s'ouvre le 8 juin 2015 devant la cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse. Faites rentrer l'accusé. Veuillez vous asseoir. Les victimes s'attendent à un face-à-face explosif avec leur agresseur qui ne reconnaît que le viol de Marie à Toulouse. Varin, lorsqu'il se présente devant la cour d'assises, il se la joue belle en réalité, si vous me passez l'expression. Il regarde tout le monde les yeux dans les yeux, il n'a aucune honte, aucune gêne. Dès le premier jour, les premiers mots de l'accusé provoquent des remous sur les bancs des parties civiles. Monsieur Varin a annoncé solennellement et théâtralement et de façon surprenante au regard de ce qu'il avait dit auparavant, qu'il reconnaissait les viols sur l'ensemble de ces jeunes femmes, mais qu'il persistait à contester la tentative de meurtre sur la personne de Marie. Donc c'est un peu la surprise, un peu un coup de théâtre. Des aveux certes tardifs, mais qui laissent entendre que l'accusé est sorti de son déni. Mais une fois qu'on passe à la barre, il dit qu'on l'a cherché ou qu'on a fait quelque chose qui lui avait fait penser qu'il pouvait nous violer, quoi. Si elle avait voulu, elle aurait dit non. S'emporte un accusé arrogant et méprisant chaque fois qu'une victime dépose à la barre. Et évidemment, on n'a pas d'excuses, mais on n'a pas l'ombre d'un remords, pas un regret. Face à cette stratégie du oui mais, un bloc de 7 femmes soudées. On aurait dit un essaim, elles étaient serrées les unes contre les autres, je n'avais jamais vu ça. C'était assez extraordinaire, elles ne faisaient qu'un. Le tournant du procès arrive avec l'audition des psychiatres et des psychologues. Les experts sont unanimes, il n'est pas malade. Il est comme ça, en fait. Donc il aime ses actions de violence, il aime l'agression sexuelle, il aime dominer les femmes, il aime leur faire dire qu'elles aiment ça. Écoutez, les experts à la barre sont finalement très négatifs. Ils décrivent une personnalité qui est très dangereuse, avec un risque de récidive important. Et ça, c'est vrai que ça va faire peur. Avec un client qui est son pire adversaire, la défense de Florian Varin n'a qu'une marge de manœuvre infime pour diminuer la sentence. Faire au moins sauter l'accusation de tentative de meurtre sur Marie. Mais la Cour ne la quitte de rien. Florian Varin est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, à la rétention de sûreté et à un suivi socio-judiciaire. Coupable d'une agression sexuelle, coupable de 6 viols, coupable d'une tentative de meurtre. Un soulagement, oui et non. En fait, c'est terrible, mais pour moi, c'est le bouton du tic-tac sur lequel on appuie pour me dire combien de temps il me reste avant qu'il soit de nouveau dehors. Florian Varin fait appel de sa condamnation et il contacte 2 nouveaux avocats, Emmanuel Franck et Alexandre Martin, 2 pénalistes du barreau toulousain. Il change de stratégie. Varin a 26 ans.
il est temps de montrer qu'il a enfin pris conscience de ses actes. Un peu moins de 3 ans se sont écoulés lorsque son procès en appel s'ouvre devant la cour d'assises du Tarn à Albi, le 28 mars 2018. Lorsqu'arrive le deuxième procès, Florian Varin a évolué, et ça on le sait, puisque nous le rencontrons régulièrement et nous avons passé des heures et des heures à discuter avec lui pour l'aider à faire son chemin. Pour mesurer et démontrer cette évolution, la défense a demandé au président de la cour d'assises d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique avant le procès. Demande refusée. Et on se dit que sa meilleure défense à Florian, c'est de montrer à la cour d'assises ce qu'il est désormais, la réflexion qui est la sienne et l'évolution favorable qui est la sienne. Il y a une vraie prise en compte de l'autre, une capacité à analyser quel personnage il pouvait être au moment des faits qui lui sont reprochés et comment il se comportait, comment il fonctionnait et quel recul il peut avoir et quel regard il peut avoir par rapport à cela. Mais devant la cour, le nouveau Varin passe inaperçu. Il ne se faisait toujours aucun reproche à lui-même, il ne comprenait toujours pas pourquoi au moins 6 de ces jeunes femmes se plaignaient d'avoir eu des rapports sexuels avec lui, puisqu'il les estimait toujours consentis et toujours profitables pour elles. Ça va être, une bataille terrible avec le président de la cour d'assises qui finalement va passer son temps par des remarques un peu perfides, par une certaine arrogance, à déstabiliser Florian pour essayer de mépriser l'évolution qu'il affiche et essayer de faire croire aux jurés que cette évolution est factice. Exaspéré, la défense redemande une expertise psychiatrique. Demande encore rejetée par un président qui va commettre une erreur procédurale lourde de conséquences. On a compris assez rapidement que si M. Varin inscrivait un pourvoi en cassation contre la décision à intervenir, il y aurait une cassation. À l'issue des débats, Florian Varin est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, cette fois-ci sans rétention de sûreté. Et comme prévu, l'accusé se pourvoit en cassation. Dominique, rappelons que la Cour de cassation ne réexamine pas les faits, elle ne fait que vérifier que le droit et la procédure ont bien été appliqués. Qu'est-ce que ça donne ? À ce second procès, le président de la Cour d'assises va faire une boulette énorme. Laquelle ? Eh bien, les avocats de la défense, de Varin, demandent une nouvelle expertise psychiatrique de leur client. Et le président de la Cour d'assises refuse par un arrêt. Or, il aurait dû organiser un débat contradictoire, l'oralité des débats, c'est la cour d'assises, donner la parole à tout le monde, la défense, la partie civile, l'avocat général, et à l'issue, prendre sa décision. Or, il ne l'a pas fait, c'est une erreur. Il y a un vice de procédure, oui, et personne ne s'en aperçoit. Oui, pas le président de la cour d'assises, en tout cas. Les avocats de la partie civile, oui, parce qu'eux ont compris tout de suite que le président offrait la cassation sur un plateau à la défense. Imaginez la tête des parties civiles qui savent qu'il va y avoir un troisième procès. Puisque le pourvoi en cassation est accepté. Florian Varin est incarcéré depuis bientôt 10 ans quand il comparaît devant la cour d'assises de Montauban le 18 octobre 2021. C'est sa dernière chance de voir sa peine allégée. Et un supplice de plus pour ses 7 victimes. 3 procès, ça fait 3 semaines en fait qu'on passe avec lui, dans notre vie. Face à lui. C'est beaucoup, hein. Donc ouais, c'est le procès de trop. C'est vrai que pour les victimes, ça devenait insupportable. Et puis c'était plusieurs années après. Chacun avait tenté de refaire sa vie. Certaines s'étaient mariées, avaient eu des enfants. Les autres avaient fini leurs études, travaillé. Enfin, voilà, c'était plus des gamines, c'était devenu des femmes, quoi. Cette fois-ci, le président de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne a accédé à la demande de la défense. Varin a été réexpertisé avant le procès. Le jeune homme que je rencontre lors de la deuxième expertise n'est plus du tout le même que celui que j'avais examiné et expertisé en 2014. Un homme qui niait ses agressions.
il va les reconnaître, et il va les reconnaître une par une, en indiquant le mode opératoire, en indiquant la manière dont il a rencontré ces jeunes femmes et la façon dont les faits se sont déroulés, en n'hésitant pas à se remettre en cause et en reconnaissant l'absence totale de tout consentement de la part de ses victimes. Vrai changement? Stratégie? L'expertise est au cœur des débats et l'expert au centre de la cible. C'était uniquement une sorte de dactylographie de ce que M. Varin lui avait dit. L'intéressé disait « je me suis amélioré » et l'expert notait « l'intéressé dit s'être amélioré ». La vraie question qui se posait dans l'expertise, c'était de savoir en quoi il avait changé dans ses relations avec les femmes. On ne parle pas d'un cambrioleur, on ne parle pas d'un braqueur, on parle d'un violeur en série. Or là, Florian Varin, au cours des débats et même de l'expertise, ne s'expliquera pas, alors qu'il s'agit du point central de son état actuel et d'une évolution possible. Nous n'avons pas compris pourquoi monsieur l'avocat général ne souhaitait pas que Florian Varin ait évolué de manière positive. J'aurais été beaucoup plus enclin à le croire s'il s'était présenté devant la cour d'assises en disant « oui, en effet, j'ai changé ». Et la preuve, c'est que oui, j'ai tenté de tuer Marie. Mais Florian Varin n'est pas prêt à aller jusque-là. Violeur, oui. Tueur, non. Il entend bien être acquitté de cette accusation de tentative de meurtre. Tout retombe effectivement dans les débats sur la tentative de meurtre, puisque c'est la clé qui permet d'aller au-delà de ce plafond de 20 ans, punissant les viols même multiples. Il est venu pour chercher une réduction, un rabais, une remise, une ristourne, un geste commercial. Une ristourne que l'accusation n'est pas près d'accorder à celui qu'elle qualifie de prédateur sexuel. La sérialité, la montée en puissance, la gradation dans la gravité justifiaient, selon moi, des réquisitions aussi sévères que je prendrais à nouveau aujourd'hui si j'avais à le faire. À savoir 30 ans de réclusion criminelle avec 22 ans de sûreté. Les avocats de Florian Varin supplient la cour de laisser un espoir à leurs clients, de prendre en compte son évolution, tendre la main à un homme de 30 ans qui s'est engagé sur le chemin de la rédemption. À un moment donné, même si la sanction allait tomber, même si on savait qu'elle allait être très lourde, notre objectif, évidemment, c'était de diminuer cette réclusion criminelle de 30 années. Et le verdict tombe, avec une petite ristourne quand même. Varin est condamné à 28 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 18 ans. La page judiciaire se tourne enfin pour les victimes, mais rien n'est oublié. Tous les jours, il y a des choses qui peuvent me rappeler ce qui s'est passé. Voilà, je peux pas sortir mes poubelles. Le mot câlin, je peux pas l'entendre. C'est un mot qui a plus du tout le sens qu'il a à l'origine. J'ai l'impression en fait d'être restée, pour certains trucs, d'être restée bloquée à cet âge-là, de 16 ans, de pas avoir évolué comme tout le monde. D'être restée bloquée un peu dans le passé, dans ce que j'étais avant, parce que ce que je suis devenue après, j'aime pas. La fille que j'étais avant de monter dans la voiture, je l'ai laissée au bord du chemin de terre et je la retrouverai jamais. Florian Varin pourra demander une libération conditionnelle à la fin de sa période de sûreté. Il aura 39 ans. Et encore 10 ans de suivi socio-judiciaire devant lui. L'obligation de se soigner, d'indemniser les victimes, l'interdiction de les approcher. Sinon, ce sera retour en prison. Pour 7 ans.